Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur GISN TV pour cette nouvelle émission. Nous sommes dimanche et c'est la première matinale de la semaine. Alors on va commencer bien sûr avec les titres de l'actualité et puis un peu plus tard dans l'émission on parlera avec Dror Ibn Sapir qui est déjà à nos côtés de son journal de campagne. Nous sommes, je vous le rappelle, à 48 heures seulement des élections générales et les anecdotes ne manquent pas. On commentera aussi bien sûr les derniers chiffres des sondages. Et puis avec Ilana Attali, on parlera des surprises que nous réservent bien souvent les réseaux sociaux, notamment Facebook. Et notamment, Ilana a détecté que sur les réseaux sociaux, Israéliens et Palestiniens étaient bien plus proches et amis qu'on ne le pensait. Avant cela, bien sûr, on fait le point sur les titres de l'actualité et on rejoint Elsa Mimoun. Elsa, bonjour. Bonjour Myriam, bonjour à tous. On ouvre ce flash avec un bilan lourd ce matin. En Algérie, au moins 23 des otages détenus ont été tués dans l'assaut final mené par l'armée algérienne. Un bilan officiel provisoire publié hier soir a annoncé également que 32 des ravisseurs ont été abattus. François Hollande a apporté son soutien à l'Algérie dans sa gestion de la prise d'otages. À noter que cette opération a été vivement critiquée du côté de la communauté internationale, notamment sur de nombreux aspects qui restent troubles. Au Mali, la CEDEAO exhorte l'ONU à mobiliser rapidement des fonds pour l'intervention dans le pays. Alassane Ouattara, le président ivoirien qui est à la tête de la CEDEAO, a appelé l'ONU à mettre rapidement en place un fonds d'affectation spécial afin d'accélérer le déploiement de la force militaire africaine. En Syrie, alors que les combats continuent, l'opposition tente pour la seconde fois de former un nouveau gouvernement de transition. Les dirigeants du CNS, regroupement de l'opposition, ont renouvelé leur proposition hier à Istanbul. Un accord de la coalition pourrait permettre de répondre aux inquiétudes de la communauté internationale sur les risques de désintégration politique et territoriale de la Syrie en cas de chute du président Bachar al-Assad. On passe à présent à Israël alors que le ton social s'invite dans la campagne des législatives israéliennes. Le Premier ministre israélien a affirmé qu'en cas de réélection, les impôts ne seraient pas augmentés. Je vous rappelle que les Israéliens doivent se rendre aux urnes pour aller voter le 22 janvier prochain. Nous voilà donc à moins de 48 heures des élections. Et toujours à propos des élections, le dernier sondage paru vendredi donne la liste Likoud Betenu en tête avec 32 députés présents à la prochaine Knesset. Le parti de Benyamin Netanyahou faiblit mais reste tout de même en tête de liste. De son côté, le parti de Tzipi Livni connaît aussi un net recul. De façon générale, on peut constater que le bloc de droite a réduit son avance sur celui de gauche. Et on termine avec un point sur le sport. Jonathan Erlich est le dernier Israélien encore en lice dans le tournoi de tennis de l'Open d'Australie. Il a gagné son dernier match en double avec son partenaire sud-africain Kevin Anderson. Voilà, c'est sur ce point que l'on ferme cette édition. Tout de suite, votre matinale continue avec Myriam Danan. Très bon dimanche sur GISN TV. Voilà, et c'était donc le point de l'actualité avec Elsa Mimoun. Merci Elsa. Nous rejoint à présent Dror Ibn Sapir pour son journal de campagne. Les derniers chiffres des sondages sont sortis, c'était vendredi matin. On essaye d'y voir un petit peu plus clair, mais ce qu'on conclut de prime abord, c'est que Benyamin Netanyahou garde son avance. Bonjour Myriam. Alors j'ai pas de voix aujourd'hui, hein, c'est quand même un comble, période électorale, de perdre sa voix. 48 heures des élections, on en attendait mieux de vous. Oui, effectivement, je vous avoue que j'ai pas assuré, comme on dit, comme disent les jeunes. Voilà, donc plus sérieusement, les derniers sondages dans tous les sens du terme, puisque vendredi, c'était les derniers sondages autorisés à la publication. La loi israélienne interdit que des sondages sur les intentions de vote soient publiés dans les 3 jours qui précèdent le scrutin. Alors, on a à l'écran les résultats de ces sondages. Vendredi, donc. Ouais, pour le Likoud, c'est toujours la tendance à la baisse, hein, Myriam. 32-33 sièges, c'est pas grand-chose. Le Parti travailliste, lui aussi, est plutôt à la baisse. Tassement, pourrait-on dire, plutôt que baisse, 17-18 sièges. Une assez nette différence des résultats concernant le parti de Naftali Bennett, Abait Yehoudi, 12 ou 14 mandats, avec une tendance plutôt au tassement. On a l'impression que le parti de Bennett, qui a été le véritable phénomène de ces élections, eh bien, ne pourra pas aller plus haut. Concernant le Chasse, les choses ne sont pas brillantes. 10 sièges, c'est ce que le Chasse détient à la Knesset actuelle. Yair Lapid attire votre attention sur le score réalisé par son parti, le Yesh Atid, un parti qui n'existait pas à la précédente Knesset. 13 mandats pour l'un des sondages, en tout cas, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un nouveau parti. Et on a l'impression que... La grande déception, c'est Tzipi Livni, non ? Voilà, et Tzipi Livni, 8 sièges uniquement. Là aussi, la tendance se confirme. La tendance, elle est à la diminution du soutien pour Atnoua, le parti de Tzipi Livni. Alors, là, on dispose des résultats en termes de blocs. Et là, il y a une différence assez importante. Alors, je ne sais pas sur quel sondage a été réalisé ce graphique.
Il s'agit donc de Yediot Aharonot. Voilà, et on voit une égalité entre le bloc des partis de droite non religieux, ou non ultra-orthodoxes plus précisément, et le bloc des partis de gauche et de centre-gauche. Oui, simplement, le bloc de droite qui s'allie assez naturellement toutefois en général avec les partis religieux, qui garde son avance bien qu'elle soit réduite. Qui garde son avance bien qu'elle soit réduite. Si mes souvenirs sont bons, dans le sondage du Yediot Aharonot, publié donc vendredi, eh bien, le bloc composé par les formations de droite et les partis religieux obtenait un total de 63 mandats, 3 sièges de plus seulement que la moitié de la Knesset, 120 députés, donc une majorité absolue, mais une majorité qui a tendance quand même à se réduire. Maintenant, dans d'autres sondages, Myriam, l'écart était plus important à la faveur, là encore, du bloc de droite, avec, dans le sondage du Maariv, je crois, 68 sièges pour le bloc de droite et des partis religieux, donc une très très nette avance. Et pour le Yediot, on vient de le voir, donc l'avance dont bénéficie la droite est un petit peu moins spectaculaire. Alors il s'agit quand même d'une différence en fonction des sondages et des quotidiens israéliens qui en parlent, de 5, 6, 7, parfois 8 mandats. Alors la question se pose à savoir qui, aujourd'hui, a présenté le sondage le plus crédible, ou de façon plus générale, quelle est la crédibilité de ces enquêtes d'opinion? Alors peut-être, Myriam, qu'un petit retour en arrière s'impose pour répondre à cette question. Un petit retour en arrière, c'est le retour au précédent scrutin et aux précédents sondages, aux derniers sondages qui ont été publiés aux élections à la 18e Knesset, c'était en 2009, et aux élections à la 17e Knesset, et là c'était en 2006. Et en 2009, le Kadima, qui était le plus grand parti, il avait obtenu 28 sièges finalement aux élections, et bien il était donné dans les derniers sondages à 23 sièges. Il y a eu un phénomène de progression spectaculaire pour le Kadima il y a 4 ans, qui était lié, vous vous en souvenez peut-être, Myriam, au slogan « c'est Bibi ou Tzipi ». Tzipi Livni, la présidente du Kadima, Bibi Binyamin Netanyahou, bien évidemment, le président de Likoud. Eh bien, ce slogan était parvenu à remobiliser l'électorat du centre et de la gauche en faveur du Kadima, et d'ailleurs à la défaveur aux dépens du Parti travailliste et du Meretz, qui tous deux, aux élections d'il y a 4 ans, avaient enregistré leur score le plus bas historiquement. Une popularité dont ne bénéficie plus Tzipi Livni aujourd'hui. Ça s'annonce la grande déception de ces élections, ce nouveau parti qu'elle a tenté de relancer. Non, effectivement, le Tzipi Livni est en passe de perdre son pari, si encore une fois on en croit les sondages, et là on parle de la crédibilité des sondages. Donc encore une fois, je reviens à ce dont je parlais il y a 2 minutes, à savoir les sondages, les derniers sondages parus aux précédentes élections. C'est important. Donc le Kadima, il y avait une très nette différence entre ce que prévoyaient les sondages, 23 sièges, et ce que ce parti avait obtenu finalement 28 mandats. Pour le parti d'Avigdor Lieberman, là aussi, une assez grande différence de résultats entre les sondages et les résultats réels de 15 sièges. Le parti d'Avigdor Lieberman avait obtenu 15 sièges aux dernières élections, et les derniers sondages effectués avant le scrutin il y a 4 ans, lui, annonçaient 19 mandats. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à s'attendre à un renversement de tendance entre l'avance du bloc de droite face au bloc de gauche, et voir d'un coup la gauche prendre le dessus à ces prochaines élections? Non, ça c'est très peu probable pour tout un tas de raisons, pour des raisons démographiques, sociologiques. L'avance du bloc de droite est telle qu'on peut difficilement imaginer que les choses retombent en la faveur du bloc de gauche. Il faut aussi rappeler que les partis de centre-gauche, il n'y a aucun leader finalement qui s'est imposé dans cette partie-là de l'échiquier politique. Cette partie-là de l'échiquier politique est confrontée à un problème de leadership endémique. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le président du Likoud, Binyamin Netanyahou, le chef de file de la liste commune Likoud Betenu, Binyamin Netanyahou, est annoncé partout comme étant le prochain Premier ministre. Sa réélection ne fait quasiment aucun doute, et c'est à double tranchant pour Binyamin Netanyahou, parce que ça démobilise tout simplement l'électorat de droite, qui considère que, puisque les jeux sont faits et que Binyamin Netanyahou sera confirmé à la tête du gouvernement, eh bien ce même électorat peut se permettre de voter pour d'autres petits partis du même bloc. Et là, c'est sans doute la composition de la coalition qui va surprendre. Alors, Binyamin Netanyahou, probable prochain Premier ministre, Sheli Yechimowitz, probable prochaine chef de l'opposition, puisqu'elle a affirmé haut et fort ne pas vouloir siéger aux côtés du chef du Likoud. La question aujourd'hui, c'est avec qui va s'associer Binyamin Netanyahou. Et la star de ces dernières élections, des derniers sondages, on en parlait également, c'est sans doute Naftali Bennett, à la tête de la droite nationaliste religieuse. On parle de relations personnelles et conflictuelles avec Binyamin Netanyahou. Est-ce que Binyamin Netanyahou pourra faire sans sa prochaine coalition? C'est peu probable, étant donné qu'on annonce un très bon score pour Naftali Bennett et pour son parti Abait HaYehudi. On parle de Naftali Bennett depuis plusieurs semaines déjà, quasiment quotidiennement. Et là encore, ce dimanche, eh bien, il est parvenu à être
à la une de l'actualité, avec une dégradation très nette des relations entre son parti et le Likoud, avec une série d'accusations mutuelles qui vont très loin. Ce qui se passe, c'est l'affaire Gimpel. L'affaire Gimpel, pour résumer en 2 mots... Le numéro 14 sur la liste de Naftali Bennett. Numéro 14 sur la liste du parti Abait Yehoudi, il s'appelle Jeremy Gimpel. Voici, c'est un Israélo-américain. Et il y a 1 an, il a dit au cours d'une réunion avec des évangéliques aux États-Unis que si la mosquée d'Al-Aqsa, vous savez, la mosquée qui se trouve sur le mont du Temple, eh bien, si cette mosquée était détruite, si cette mosquée explosait, eh bien, ce serait formidable parce qu'on pourrait reconstruire, on pourrait construire le 3e temple. Alors, bien évidemment, tollé dans la classe politique, le Likoud dénonce l'extrémisme supposé du parti de Naftali Bennett. Et Wael Khasson, l'un des proches de Tzipi Livni, demande l'interdiction de candidature de ce même Jeremy Gimpel. Oui, puis en tout cas, il faut rappeler que pour le parti de Tzipi Livni, il s'agit donc d'une raison suffisante peut-être pour tenter d'éliminer la candidature donc, de Gimpel de cette liste électorale. Ce à quoi Naftali Bennett répond tout simplement qu'il s'agissait d'une messe évangélique aux États-Unis, que c'est une phrase sortie de son contexte et que c'est une attaque électorale. Il faut dire que le calendrier pousse vers une telle... Oui, bien évidemment, c'est pas un hasard du calendrier que l'on ressort à 48 heures du scrutin, des propos tenus par ce même Jeremy Gimpel il y a environ 1 an. Tout de même, ces propos sont assez surprenants de la part d'un parti qui se veut tout de même respectueux des règles démocratiques, un parti qui ne croit pas en la paix avec les Palestiniens, mais qui cherche peut-être à cacher les éléments les plus radicaux de sa liste. Les plus extrémistes, ça a été la stratégie de campagne de Naftali Bennett, puisqu'on a surtout vu Naftali Bennett, et les éléments les plus modérés de son parti en première ligne, et très peu des gens comme Jeremy Gimpel ou d'autres candidats plus extrémistes. Mais Naftali Bennett a accusé le Likoud d'être derrière cette campagne en affirmant que Benyamin Netanyahou menait une campagne irrespectueuse, une campagne sale contre l'ensemble du public sioniste religieux. Donc on est à couteau tiré entre le Likoud et le parti de Naftali Bennett. Même si ce n'était pas la volonté apparente de Naftali Bennett, qui s'est il y a quelques jours encore affiché sur les autobus du pays et puis sur les affiches publicitaires également aux côtés de Benyamin Netanyahou, sur les dernières affiches publicitaires du Beit HaYehudi, pour également donner à penser qu'il y avait peut-être des négociations qui allaient s'enclencher ou qui étaient même peut-être déjà en cours pour une prochaine coalition. Et cette campagne d'ailleurs a été interdite par la Commission électorale centrale, puisque la Commission électorale centrale considérait que mettre sur une même affiche Benyamin Netanyahou et Naftali Bennett pouvait prêter à confusion. Et donc, effectivement, Naftali Bennett aspire à être ministre pour le prochain gouvernement. Les relations sont très mauvaises entre les deux partis, entre les deux hommes, mais on voit mal dans l'état actuel des choses, étant donné l'éparpillement des forces politiques, l'éparpillement des voix, on voit mal comment Benyamin Netanyahou pourrait se passer de Naftali Bennett et de son parti pour créer le prochain gouvernement, même s'il y aura également des partenaires, même si Benyamin Netanyahou cherchera des partenaires sur sa gauche. Bon, en tout cas, il reste un petit peu de suspense pour cette campagne électorale, c'est sans doute pour la composition du prochain gouvernement. On va épargner votre voix, Dror, puisqu'on aura encore besoin de vos explications dans les jours à venir. Merci beaucoup. Merci, Myriam. Voilà, et puis nous rejoint à présent Ilana Attali. On parlait des surprises des réseaux sociaux dans les titres de cette émission. Facebook, effectivement, nous apporte bien des surprises. Dans le printemps arabe, on a beaucoup parlé déjà du rôle des réseaux sociaux au cours de ces soulèvements populaires. Eh bien, il y a également des rapprochements inattendus. Ilana, vous avez découvert avec une étude assez surprenante que les Palestiniens et les Israéliens étaient, sur la toile du moins, les meilleurs amis du monde. Oui, tout à fait. Alors, en fait, une étudiante de Stanford a réalisé une enquête donc, dans le cadre de son doctorat, et une enquête en fait interactive qui cherche à montrer avec qui chaque pays est le plus ami via Facebook, avec quelles 5 nationalités ils sont le plus amis, avec lesquelles ils échangent le plus de liens amicaux. Donc, il y a des résultats qui sont du moins assez naturels, assez logiques, comme pour le cas de la France, par exemple. Dans le cas de la France, on voit qu'ils sont au maximum amis avec les Suisses, les Belges, les Tunisiens, les Algériens et les Marocains. Donc c'est somme toute assez logique, puisque des pays francophones, et également des pays dont est issue une bonne partie de l'immigration vers la France. Maintenant, quand on prend le cas d'Israël, on se rend compte que c'est plus surprenant. Et dans le cas israélien, les meilleurs amis des Israéliens sont les Palestiniens, donc en premier lieu. Viennent ensuite les Jordaniens, les Égyptiens, les Français et les Russes. Donc encore une fois, dans le cadre de l'immigration vers Israël, les Français et les Russes, c'est quelque chose qui est assez logique et assez compréhensible. Oui, ça suit les grandes vagues d'immigration qui ont peuplé le pays, en fait. Tout à fait. Maintenant, dans le cas des territoires palestiniens, des Jordaniens et des Égyptiens, c'est plus contre-intuitif.
Alors est-ce que là, justement, cela pourrait s'expliquer par la première minorité en Israël, qui est celle des Arabes israéliens, et qui représente finalement 20% de la population israélienne? Alors vous avez raison de le noter, il y a 20% d'Arabes israéliens qui entretiennent forcément des liens avec leurs amis ou leurs familles dans les territoires palestiniens, mais aussi dans le monde arabe en général. Maintenant, au vu des statistiques qui montrent que les Arabes israéliens ne sont pas très friands justement de réseaux sociaux et ne sont pas très actifs sur les réseaux sociaux, on voit que c'est une partie de une piste de réponse, mais qu'également des Juifs israéliens entretiennent également des relations avec les Palestiniens et les Jordaniens et les Égyptiens en l'occurrence. Alors comment est-ce que vous expliquez finalement que ces amitiés soient plus faciles à nouer sur la toile? Est-ce que ce sont de vrais contacts qui sont établis? Alors, on attend les résultats du doctorat de cette jeune femme pour pouvoir avoir des réponses un peu plus claires. Mais moi, je vous dis à titre personnel, j'ai des amis palestiniens, des amis égyptiens, jordaniens, iraniens sur la toile, sur Facebook. Maintenant, c'est vrai que pour 95% d'entre eux, ce n'est pas des personnes que je côtoie dans le monde réel. Ce sont des contacts virtuels qu'on se fait en fait sur Facebook via des initiatives, des mouvements qui sont mis en place en ligne, mis en place par des ONG, par des associations de toutes sortes, et qui permettent justement de créer des espaces aussi virtuels soient-ils, des espaces où on échange, où on dialogue, où on peut entrer en contact, chose qu'on ne pourrait pas faire dans la vraie vie par rapport aux frontières physiques, par rapport aux frontières politiques, psychologiques, voilà, des espaces qui mettent en contact des mondes qui sont relativement hermétiques les uns aux autres dans le monde réel. Alors vous nous parlez d'ONG, on imagine bien que les réseaux sociaux, ça a été aussi l'occasion de créer plusieurs initiatives en faveur de la paix ou des rapprochements culturels. Tout à fait. Alors il y en a une qui m'est particulièrement chère, à laquelle je participe, et qui s'appelle Yalla Young Leader. Donc c'est une ONG qui a été mise en place par Uri Savir qui n'est autre que le négociateur en chef des accords d'Oslo. Et selon lui, en fait, une future paix dans la région serait plutôt sur les épaules des jeunes générations, moins blasées, moins blasées, on va dire, et plus porteuses d'espoir, par le biais de l'éducation, par le biais du dialogue entre les jeunes générations, donc dans le monde arabe et dans le monde israélien. Et il a mis donc en place cette ONG qui les met en contact via des universités. Tout est online, tout se passe online, la plupart. Donc tout est virtuel, si on peut dire. Tout est virtuel, mais les relations sont réelles, puisqu'on discute, on échange énormément, mais ça se passe en ligne, pour dépasser justement un petit peu ces frontières, les frontières matérielles on n'arrive pas à rentrer en contact d'une autre façon. Donc on a notamment 2 conférences en ligne qui avaient été mises en place, conférences qui avaient été mises en place d'ailleurs via l'application israélienne Shaker, je ne sais pas si vous connaissez sur Facebook, où en fait on rentre sur une espèce de une place, où on a son petit avatar, et on va discuter avec des gens du Caire, des gens de Jordanie, d'Aqaba, de partout dans le monde arabe et des Israéliens. Et on peut justement s'ajouter en amis et ensuite avoir des échanges sur le conflit, mais aussi sur tout autre sujet. En tout cas, des initiatives qui, bien sûr, ont déjà le mérite d'abattre bien des frontières physiques. Alors, il y a d'autres initiatives du même genre qui concernent, cette fois-ci, plus directement une population avec laquelle Israël entretient des relations plus problématiques. Il s'agit bien sûr de l'Iran. Ça avait fait beaucoup de bruit il y a quelques mois, cette initiative. Tout à fait. C'était une initiative appelée Israel Love Iran. Et donc, on avait vu des affiches même qui avaient été mises en place dans Tel Aviv sur des abribus, sur une campagne... C'était au départ une initiative israélienne, n'est-ce pas ? Tout à fait. Un couple israélien, Roni Edri et Michal Tamir, qui ont lancé cette initiative et qui en fait a pour but d'humaniser l'autre camp, l'ennemi, le soi-disant ennemi, et de montrer qu'il a un visage, qu'il a un sourire et qu'il n'est pas forcément hostile. Et un petit peu de mettre en balance l'humanité de ces gens-là avec des propos qui souvent soit animalisent, soit un petit peu... repousse dans le camp du diable, l'ennemi. Voilà, ou qui politise sans doute un petit peu trop le dialogue. Là, on reparle un petit peu des populations qui sont bien souvent déconnectées des soucis de leurs dirigeants. Et il y a donc eu des réponses iraniennes à cette campagne. Tout à fait. À cette campagne, les Iraniens ont répondu « Israelis, we love you too », donc on vous aime aussi. Et sur la page Facebook qui regroupe aujourd'hui plus de 100 000 adhérents, on a un échange constant, surtout au moment des conflits, au moment où le ton monte, pour dire, voilà, on n'est pas forcément en phase avec les dires et les propos de nos gouvernements, et on est après tout des êtres humains, et on veut se rapprocher on veut rapprocher nos peuples, et dans un cadre plus pacifiste. Bon alors, à 48 heures du scrutin israélien, on ne peut pas s'empêcher de demander s'il n'y a pas eu une récupération politique de ces initiatives par un parti ou un autre. Pas que je sache. Récupération politique, non, pas que j'ai entendu. Mais... voilà, je voulais parler aussi peut-être d'une dernière initiative qui moi, je trouve assez surprenante. C'est
très, très ancré à gauche. C'est en fait un groupe d'Israéliens qui a mis en place une page Facebook qui s'appelle Real Democracy, donc démocratie réelle, et qui en fait permet à des Israéliens qui le souhaitent de donner leur droit de vote à un Palestinien. Qui part du principe que les Palestiniens sont aussi influencés par, enfin leur vie, leurs conditions de vie sont influencées par qui est au gouvernement et par les politiques du gouvernement. Et donc ils offrent ce droit à un Palestinien en mettant tout simplement un post sur la page Facebook qui dit voilà, je m'appelle Omer, j'habite à Tel Aviv, je donne mon vote à un Palestinien. Un Palestinien répond en commentaire et dit là je m'appelle Ahmad et je souhaite que tu votes pour le parti Hadash. Donc en fait, ça leur offre une tribune, une liberté d'expression, même si ce droit, dans la réalité, ne peut pas être transféré. Bien entendu, ils ne sont pas citoyens israéliens, mais c'est une initiative assez originale, assez intéressante, je trouve. Et puis en tout cas, qui donne la parole. Dror. À propos d'une initiative dont j'ai entendu parler également, souvent les Israéliens qui sont à l'origine de cette initiative sont des gens qu'on peut qualifier d'appartenance à l'extrême gauche israélienne, et souvent ils sont déçus parce que les consignes de vote que leur donnent leurs pairs palestiniens sont plus modérés que les partis pour qui eux-mêmes auraient voté si cette initiative n'avait pas été lancée. Ouais, et puis il faut le rappeler également qu'une large partie de la population arabe israélienne a choisi l'abstention aux dernières élections et ces derniers temps. Ils sont tout juste un peu plus de 50% à voter. Une grande partie d'entre eux estiment aujourd'hui ne pas se retrouver dans les partis politiques qui sont censés donc les représenter au Parlement israélien. Merci pour ces explications, Ilana. Merci à vous aussi, Dror, pour votre participation à cette émission. C'est la fin de cette matinale. La suite de l'information, c'est dans quelques instants sur GISN TV.